Cérémonie. Le lendemain, les gardes frappèrent très tôt à la porte de la chambre de Sweatma. Son rôle dans ce monde touchait à sa fin. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle eut un élan de peur en même temps qu'un profond sentiment d'injustice. Elle recula d'un pas, le cœur battant si fort qu'elle crut que les gardes allaient l'entendre. Une sueur froide lui glissa le long de la nuque. Pourquoi était-ce la fin? Pourquoi ne pas lui laisser une chance de continuer, de voir les jumeaux grandir, même de loin? Mais la loi était claire. Les nourrices royales ne devaient être que des ombres passagères dans la vie des princes et des princesses. Jamais elles ne devaient être perçues comme des parentes. Trop d'enfants s'étaient attachés à leurs nourrices. Trop de rois avaient vu leur autorité minée par ces femmes, réclamées comme des mères de substitution. Alors, la monarchie avait tranché, littéralement. Les coups résonnèrent à nouveau, pressants, mais sans violence. Les gardes ne voulaient pas réveiller les héritiers. Sweatma ouvrit la porte, la gorge nouée. « Habillez-vous et suivez-nous, en silence. » La voix était ferme, sans appel. « Bien. » Elle referma la porte et mit sa plus belle tenue, une robe de velours noir, simple mais élégante. Elle déchira un morceau de la couverture des jumeaux et mit le plus petit morceau dans sa manche. Elle n'eut pas le temps de se coiffer. Les soldats tapaient à nouveau au bâton de bois pour lui signifier qu'il était temps. Elle respira profondément. Elle devait mourir à 27 ans alors que le roi devait dépasser les 300. Elle devait mourir. Elle devait mourir. Elle espéra alors que cela fût le plus rapide possible. Elle ouvrit. Les gardes se placèrent de chaque côté et la firent avancer devant eux. « So, qu'est-ce qui se passe ?» Sweatma se retourna, le cœur battant, en reconnaissant la voix ensommeillée de Rose. Elle vit que la petite fille avait les yeux grands ouverts et semblait stupéfaite. « Pourquoi il t'emmène ?»« Retournez vous coucher, princesse. Tout va bien, » dit un soldat en faisant signe aux autres de forcer la nurse à les suivre. Ils lui prirent chacun un bras. « Lâchez-la, vous n'avez pas le droit de l'emmener !» cria Rose. Elle descendit rapidement les marches et les gardes ne surent que faire. Ils ne pouvaient décemment pas emmener la nurse de force devant la princesse. « So, tu vas où ?» Elle était arrivée à leur hauteur et Sweatma sentit ce qu'il fallait faire. « So s'en va, ma chérie, » dit-elle gentiment, s'agenouillant devant Rose. « Je dois partir. Vous n'avez plus besoin de moi maintenant. Alors je vais aller me reposer. »« Mais j'ai encore besoin de toi, moi. Je ne veux pas que tu t'en ailles. » Rose semblait profondément triste par ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'accrocha à la robe de sa nourrice avec une force que Sweatma ne lui connaissait pas. « Il le faut, mon ange. » Elle parvenait à grand-peine à retenir ses larmes. « Non !» La voix de la princesse se brisa. « Pourquoi tu ne nous aimes plus ?» Elle prit la princesse dans ses bras et la serra très fort alors qu'elle retenait un sanglot. « Je vous aimerai toujours, mes amours, toujours et à jamais. Je te le promets, mon ange, je te le promets. » Les gardes attendirent encore un moment, mais le temps passait et la petite fille et sa nourrice continuaient de pleurer dans les bras l'une de l'autre, silencieuses. Ils étaient 4. Aussi décidèrent-ils que 3 d'entre eux amèneraient la nurse alors que le 4e irait recoucher l'enfant. « C'est fini maintenant. Dites au revoir à votre nourrice, princesse, et retournez au lit. » Mais alors qu'ils essayaient de les séparer, elles resserrèrent encore leur étreinte, et la petite se mit à crier. Ils durent changer leur plan. Sweatma avec le cœur à vif. « Lâchez-moi, Sweatma !» L'enfant griffa et mordit les 2 soldats qui tentaient de la faire lâcher prise pour que l'un d'eux la ramène dans sa chambre, ses cris perçant le silence lourd du couloir. Sweatma, retenu par les 2 autres, se débattait faiblement, ses jambes flageolantes, ses sanglots étouffés par la douleur. Les bras de Rose cherchaient désespérément à la retenir, mais les gardes étaient impitoyables. Comme le roi le serait avec eux si les choses dégénéraient encore. « So, s'il te plaît, ne t'en va pas. Lâchez-moi, lâchez-moi, Sweatma !» Les soldats arrivaient à la porte de la maison des petits princes. Alors l'enfant rua de plus belle, mais ceux qui la maintenaient ne lâchèrent pas. « So, So !» La nurse ne se retourna pas, fermant les yeux pour garder courage. La porte se ferma en un claquement sonore et l'enfant finit par se taire pour sangloter. Quand les gardes la ramenèrent dans sa chambre, le petit prince était relevé dans son lit, les yeux ensommeillés, tout à fait perdu.
Quels étaient ces cris demanda-t-il, interloqué par le soldat de faction ramenant sa sœur dans son lit alors que la nuit était encore profondément noire. Rien, mon prince, rendormez-vous, chuchota un des soldats alors que Rose étouffait ses sanglots dans son oreiller. Ils sortirent précipitamment, heureux de quitter la princesse dont ils garderaient longtemps les traces d'ongles. Qu'est-ce qu'il y a chuchota Vilkas. Ils ont emmené Sweetma, dit-elle douloureusement avant d'enfouir à nouveau son visage dans ses genoux. Elle est partie. Vilkas comprit. Son père le lui avait expliqué un mois avant. Il ne pensait pas qu'il ferait ça à Sweetma. Il avait dit à son père qu'il l'aimait, et il lui avait demandé de ne pas le lui faire à elle. Le roi avait souri en ébriefant la tignasse rousse de son fils, qui avait cru à un assentiment. Mais non. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues, et il alla rejoindre sa sœur dans son lit pour pleurer avec elle, tout en essayant de la consoler. La mort de Sweetma lui paraissait tellement injuste et inutile. Il ne pouvait pas dire à Rose où elle allait réellement. Sa peine était déjà trop grande. Ils pleurèrent donc ainsi, serrés l'un contre l'autre, jusqu'à ce qu'ils se rendorment. Le lendemain, Rose resta triste et boudeuse. Les servantes vinrent dès qu'ils eurent fini leur petit déjeuner, le premier qu'ils passaient sans leur nurse, ce qui leur serra le cœur, et les emmenèrent séparément dans des chambres pour les habiller. Les vêtements qu'ils devaient porter étaient riches et somptueux, de la soie d'araignée des Gladys, de la dentelle faite par les couturières les plus expertes, des fils d'or et d'argent, du velours et des perles, tout un ensemble de beauté et de luxe pour les premiers pas des héritiers dans le monde. Mais les enfants furent de plus en plus effrayés à mesure que leur image changeait dans le miroir. Rose se sentait mal à l'aise avec cette chose qui lui serrait la taille, l'empêchant presque de respirer. Vilkas ne doutait pas qu'une épée aussi petite pouvait être aussi lourde. Les cheveux de la princesse lui semblaient trop au-dessus de sa tête, les épingles les tiraient douloureusement. Le petit prince ne voyait pas l'intérêt d'une couronne si voyante, mais le goût des enfants avait peu d'importance, car chacune des femmes et chacun des hommes qui les apercevraient, de près ou de loin, devaient les admirer autant, voire plus que les bijoux qu'ils porteraient. Les deux enfants sentaient leur cœur battre la chamade, et lorsqu'on les emmena devant la porte par laquelle ils devaient entrer, ils s'observèrent tous deux et ne purent s'empêcher de retarder la cérémonie de quelques minutes, pris par un fou rire nerveux irrésistible qui leur démit quelque peu perles et diamants. Ils semblaient déguisés pour un de leurs nombreux jeux. Ils durent tous deux retenir leur peine alors que le souvenir de Sweetma planait autour d'eux. À cette pensée, leurs gloussements se calmèrent. Le moment arriva. Les trompettes sonnèrent, le corps du royaume résonna et fit vibrer chaque mur. Puis on ouvrit les portes. Le plafond en marbre blanc, gravé et décoré d'or et de joyaux ainsi que de magnifiques fresques de scènes de bataille et de déjeuner sur herbe, semblait si haut que les deux petites personnes en eurent le vertige. Un immense tapis rouge avait été déroulé sur le sol, en marbre blanc lui aussi, de là où il se tenait jusqu'au milieu de la salle du trône. Là-bas, leur avait-on expliqué, ils tourneraient à droite et iraient à la rencontre de leur père, qui aurait dû être la première fois. Puis, après que le roi ait reconnu ses enfants, le serpent du désert du Séraphin serait apporté par des prêtres de Balsol, et alors ils seraient tous deux mordus. Rose et Vilkas n'entendirent rien que leur cœur battant et fébrile, et ils eurent beaucoup de mal à réfréner l'envie de se tenir la main l'un de l'autre. Rose aperçut son frère aîné comme elle l'espérait, mais son regard glacé l'apeura, et elle détourna rapidement ses grands yeux azur qui brillèrent encore plus après cet effroi. Vilkas aussi vit Théane, mais celui-ci ne lui adressa même pas un regard. Ils avancèrent résolument vers le trône. Le silence se fit, on n'entendit plus que le bruissement des étoffes précieuses et le cliquetis léger des bijoux. Tous les regards étaient tournés vers la plateforme de marbre blanc, surélevée où trônait le roi. Alors, les prêtres entrèrent avec un coffret de verre enchâssé d'obsidienne qui vinrent déposer aux pieds des enfants. Le serpent du désert attendait, lové sur lui-même. Sa peau d'un or luisant, presque liquide, était parcourue de reflets. Ses yeux ambrés et brillants semblaient deviner l'instant. Le roi fit un geste. Les deux prêtres de Balsol s'approchèrent du coffret et l'ouvrirent avec une lenteur cérémonieuse. Le serpent, dressé à moitié, se mit à onduler doucement dans l'air, comme s'il humait l'audace de ceux qu'il s'apprêtait à mordre. Pantastrière offrit un sourire chaleureux à sa fille, l'encourageant à avancer la première. Rose sentait son cœur cogner contre sa poitrine comme s'il voulait fuir son corps.
Une sueur froide perla dans le creux de son dos, mais elle ne trembla pas. Ce n'était pas permis. La peur, bien qu'enfouie sous l'éducation et les regards, lui mordait les entrailles. Elle tendit son poignet, son bras, son poignet nu, veine offerte. Elle ne détourna pas les yeux. Le serpent sembla l'observer quelques secondes, puis frappa. La morsure fut nette, rapide. 2 crocs fins et brillants s'enfoncèrent dans la chair tendre. Rose tressaillit et réprima un hoquet. Un éclair de douleur brûlant et pur lui coupa le souffle. Son teint pâlit, puis rosit violemment, alors qu'un frisson la parcourait des pieds à la tête. Le venin agissait déjà. Une chaleur étrange se répandait en elle, une force nouvelle, presque enivrante. Sa peau semblait s'illuminer d'un éclat nouveau. Sa posture se redressa comme si un feu ancien s'était allumé dans ses os. Ses yeux brillèrent d'un éclat fiévreux, entre fierté et stupeur. Vilkas, à son tour, avança sans un mot. Il se força à marcher d'un pas égal, mais une angoisse sourde lui en serrait la gorge. Il n'aimait pas que Rose soit passée la première. Il aurait voulu la protéger. Il aurait voulu fuir aussi, mais ses pieds obéissaient malgré tout. Chaque invité gardait un silence de mort tout en appréciant, jugeant, détaillant le spectacle. Il se savait observé, pesé par la cour, et peut-être même par le serpent. Ce dernier s'était redressé plus haut et sifflait, enivré par le rituel. Il était prêt. L'enfant tendit à peine le poignet qu'il enfonçait ses crocs dans la veine avec une précision égale. Vilkas vacilla un instant. La morsure le transperça comme une étincelle de glace fondue dans un brasier. Ses pupilles se dilatèrent, son cœur battit si fort que son cou s'empourpra. Il vacilla, et l'espace d'une seconde, il crut qu'il allait tomber. Mais une étrange euphorie le souleva, un vertige presque agréable. Il redressa le menton et fixa la cour avec une intensité brûlante. Il était l'héritier du royaume à présent, entièrement. Autour d'eux, la foule se prosterna. On entonna les mots sacrés. Par le baiser du serpent du dieu Balsol, qu'il soit fait souverain, grâce, force et longévité leur sont accordées, que leur règne soit prospère pour l'éternité. Gloire! La morsure laissait 2 points sombres qu'ils pulsaient lentement comme des étoiles sous la peau. Ils en garderaient les cicatrices. Ce serait leur stigmate à jamais, leur lien au trône, leur bénédiction et leur malédiction. Le roi fit un discours des plus éloquents, et avec une telle joie dans la voix et dans les yeux que beaucoup en furent contaminés, et le banquet gigantesque qui en suivit fut un ravissement pour tous, du moins pour ceux qui y étaient. Dehors, la cité de Pantine était lourdement gardée. Presque 1000 soldats étaient postés autour des murs, réprimant violemment ceux qui auraient l'impudence d'approcher leur guenille. Tout fut parfait. Pantastrière et Prolecto ne pouvaient rêver mieux pour leur progéniture, mais un convive resta aussi froid qu'il était possible de l'être sans en tirer la colère du monarque. Théane ne pouvait s'empêcher de penser à la conversation de ses parents et de comparer cette cérémonie avec la sienne. Cette dernière n'attendait manifestement pas autant d'invités, ni autant de fleurs répandues, ni de lumière. Il avait beau chercher, aucune colombe ne fut lâchée du grand balcon. Ses yeux océans restèrent sombres, une lueur effrayante y couvait alors qu'une rage sourde montait en lui. Il ne se dérida pas un instant, saluant ou répondant aussi brièvement que possible, droit et fier, comme l'était son père dans ses mauvais jours. Ses boucles noires encadraient son visage pâle, et peu de convives souhaitèrent sa compagnie. Or quelques demoiselles de bonne famille cherchant à mettre la bague au doigt de celui qu'elles croyaient héritier du royaume. La seule chose qui l'amusa fut la crainte qu'il crut lire dans les yeux de sa petite sœur et de son petit frère. Après le lâcher de colombe, le début du bal fut sonné d'un tintement de clochettes d'argent suspendues au-dessus des portes de la salle. Les musiciens lancèrent la musique, et les 2 petits suzerains ouvrirent le bal avec une grâce certaine, mais une infime maladresse qui émut beaucoup leurs parents et quelques hypocrites. Rose souriait de plus en plus au fil de la soirée. Vilkas partageait son contentement d'être autant admiré et sollicité. De l'autre côté de la salle, un groupe de jeunes gens semblait beaucoup s'amuser, et au grand étonnement de beaucoup, le prince Théane vint les rejoindre. Tous se turent et s'inclinèrent. « Bonsoir, mon prince, » minauda une comtesse au teint de pêche et aux boucles blondes. « Nous ferions-nous l'honneur de participer à la conversation ?»« Nous feriez-vous l'honneur de participer à la conversation ?»
demanda poliment un jeune homme blond qui cachait parfaitement son peu de désir de revoir l'enfant dans son cercle. Mais avec joie, répondit Théane froidement et sans sourire. De quoi vous entreteniez-vous? Oh mon prince, nous bavardions à propos de la partie de chasse que donna la marquise d'Elyria ce dimanche. Le pauvre petit baron a chuté de son étalon gris, et il en fut si bouleversé qu'il refusa de continuer en notre compagnie, et rentra vivement au château. Nous n'avons qu'aperçu ce soir, et il ne nous a salués qu'à peine. La fierté des hommes, soupira une autre jeune fille aux cheveux châtains coiffés en un chignon, défait très soigneusement, battant coquettement de ses longs cils qui ornaient ses yeux de biche. Ils ont à peine quelques pas derrière eux qu'il leur faut déjà prouver honneur et bravoure. Je trouve que cela n'est point un blâmer, Iphigénie, rétorqua un jeune homme au teint maladif et aux cheveux ternes. Bien sûr, Gwynplaine, mais tout de même, le baron est long à se remettre de ce léger incident, d'autant plus que nous savions pertinemment que cet étalon est très jeune et fougueux. Je ne sais d'ailleurs par quel miracle il a pu nous suivre aussi loin, et encore moins comment il a pu rentrer avec cette bête. Les chevaux sont toujours moins dangereux que les hommes, et notre confiance leur est plus justement donnée, intervint Théane glacial, le regard sombre fixé sur les danseurs. Oui, peut-être. Iphigénie prit une gorgée de sa boisson et décida de garder le silence, et tous s'en firent autant pendant quelques instants. Cette cérémonie est absolument parfaite, s'exclama-t-elle joyeusement finalement, souhaitant dissiper le malaise. La danse me procure toujours beaucoup de joie. Malheureusement, mes compagnons n'ont pas ce goût. L'auriez-vous, monseigneur? Demanda-t-elle en se tournant vers Théane avec les yeux brillants d'espoir. Oui, cette cérémonie est parfaite, je vous l'accorde. Il ne répondit rien quant à la danse, ce qui laissa la jeune fille boudeuse. Oui, vraiment, tout fut parfait ce soir-là. Et chaque noble offrit au jeune prince de magnifiques présents avant de se retirer dans leur chambre offerte par le château, afin qu'ils puissent rentrer le lendemain sans fatigue aucune, et se couchèrent avec le sentiment que ces deux enfants apporteraient sûrement beaucoup au royaume profondément satisfait. Il était temps pour les enfants exténués d'aller dormir. À leur tour, alors que les derniers convives se retiraient, le jour pointant dans le ciel, ils allèrent souhaiter la bonne nuit à leurs parents et à leurs frères, qui ne leur décrocha ne serait-ce qu'un regard, et ils furent conduits chacun à leurs nouveaux appartements. Leur peine fut plus douce quand ils découvrirent qu'ils n'étaient séparés que d'un couloir. Ils durent tout de même se coucher chacun de leur côté cependant. Leur cœur pinça à l'unisson. Ils auraient voulu discuter un peu de cette soirée et évoquer les sensations étranges qu'ils ressentaient dans leur corps depuis qu'ils avaient été mordus. Mais ils ne se regrettèrent pas longtemps l'un l'autre, trouvant le sommeil rapidement après une nuit aussi riche et l'heure tardive. Le roi et la reine veillèrent encore tard après que leurs enfants soient assoupis, discutant en propos élogieux de ces derniers dans le lit qu'ils partageaient. Ils s'endormirent aussi tranquilles que le pouvaient le roi et la reine de Pantine. Une seule lumière brûla jusqu'au petit jour. Théane ne semblait pas pouvoir trouver le sommeil en cette nuit qu'il avait mis à rude épreuve. Toutes ses pensées allaient à son frère et à sa sœur, qu'il avait pour projet de haïr profondément jusqu'à la fin de ses jours ou des leurs. Le sentiment d'injustice qui le hantait depuis leur naissance ne cessait de croître. Dans la lumière vacillante de sa chambre, Théane réitéra les gestes de la veille, sans être interrompue cette fois. Ils étaient les flammes qui consumaient ses rêves, et lui serait l'ombre qui éteindrait les leurs.